En avant, c'est simple en avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon pognon, c'est rien ici. En fait, je viens retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. On va parler du bilan 2025 du Salary Cap, un modèle vertueux, pourtant régulièrement contesté. Et on va s'appuyer sur les dernières études offertes par la Ligue nationale de rugby cette semaine. Mais d'abord, bonjour Philippe Spanghero, comment ça va? Bonsoir messieurs, vous êtes en pleine forme. Ouais, ça entend ça. L'effet des fêtes est fort sur vous. Merci beaucoup Philippe. Première question Philippe. Qu'est-ce que le Salary Cap? Non mais débroussaillons ça tout de suite. Le Salary Cap, c'est la règle qui encadre la masse salariale des clubs et qui donne aux différents clubs qui composent le top 14 un cadre qui a pour but de renforcer l'homogénéité sportive. Quel est le modèle du top 14 pour le Salary Cap? Est-ce qu'il s'inspire d'un autre championnat ou d'un autre sport carrément, Philippe Spanghero? Il s'inspire de pas mal de cas d'écoles un peu partout dans le monde avec des organisations un peu différentes mais des philosophies qui se ressemblent. D'abord, on peut parler des drafts en NBA, même si ça n'a rien à voir. Mais en fait, le sport américain a travaillé très largement, a compris très tôt que pour que le produit ait une valeur forte, il fallait qu'il y ait de l'incertitude sportive. Et pour ça, en fait, on a mis en place des drafts qui permettent aux clubs qui ont été les plus mal classés la saison précédente d'avoir les meilleurs joueurs. Donc on n'est pas directement dans l'encadrement de la masse salariale, mais ça revient au même. C'est pour moduler complètement l'équité sportive. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le championnat français avec le Salary Cap. Vous avez eu le même principe en Angleterre, mais pour nous, je le dis souvent, on peut se tourner vers ce qui s'est passé en Angleterre pour voir ce qui n'a pas marché. Et les Anglais, malheureusement, ont très vite contourné cette règle du Salary Cap par la règle du marquee player et par des organes de contrôle beaucoup trop laxistes qui ont fait que ces règles du Salary Cap n'ont pas été respectées du tout et qui ont amené le rugby anglais à de grosses difficultés pendant la période Covid. Et donc voilà ce dont on peut s'inspirer un peu, ce qu'on peut regarder et qui explique comment petit à petit le rugby français a mis en place et structuré cette règle-là. Alors la Ligue nationale de rugby a publié une étude avec une agence d'études qui s'appelle Nexia, qui donne quelques chiffres clés du Salary Cap en top 14. Alors on va d'abord revenir sur les grands chiffres les plus accessibles du Salary Cap en top 14. On parle de combien de millions d'euros et quels sont les chiffres que tu voudrais mettre en lumière, toi Philippe? Les chiffres que je voudrais mettre en lumière, c'est d'abord cette règle des 10 millions 7. C'est la règle générique. C'est le montant de la masse salariale capée. Donc ce qu'on peut dire, c'est que plus les années passent, plus le nombre de clubs qui se rapprochent de la limite de la masse salariale augmente, puisqu'il y a encore 2 saisons, 3 clubs étaient en dessous de 70% de cette enveloppe de 10 millions 7. Et puis maintenant, il n'y en a plus aucun en dessous de la barre des 70%. Donc vous voyez, même les petits clubs, ceux qui montent, ont quand même des velléités, des masses salariales importantes. Il doit y avoir Montauban en dessous cette saison, mais c'est tout. Donc voilà, les clubs se rapprochent petit à petit du seuil maximum qui est toléré par le règlement. Donc il y a eu une étape importante qui a été franchie. On avait fait un peu marche arrière dans le rugby français ces dernières saisons, puisque le Salary Cap était à 11 millions 3. On l'avait baissé progressivement en 2 étapes à 11 millions et 10 millions 7. Et puis là, la réunion des présidents a validé le fait de revenir à une masse salariale qui réaugmente un peu à partir de la saison, pas la saison qui arrive, celle d'après, pour revenir à un montant de 11 millions. Donc voilà, les gros chiffres, c'est 10 millions 7 à aujourd'hui. On va revenir à 11 millions. Ça, c'est les règles pour tout le monde. Et puis ensuite, il y a les règles particulières liées aux équipes qui fournissent des joueurs à l'équipe de France et qui ont des crédits internationaux qui leur permettent de dépasser ce Salary Cap. Et ça, on y reviendra tout à l'heure parce que ça fait pour moi l'objet de débats qui vont devenir des débats prégnants au sein du rugby français, qui rejoignent aussi l'enjeu des droits d'image. Et qui dit Salary Cap, donc masse salariale, dit rémunération, Philippe. Et la Ligue nationale de rugby a communiqué des chiffres plus précis sur les salaires des joueurs, GIF, non-GIF par exemple, et puis sur les postes les plus rémunérateurs et sur la répartition du Salary Cap au sein d'un effectif.
Oui, donc bien sûr, sans surprise. Bon, d'abord, sur les revenus moyens, ils stagnent quand même depuis quelques saisons, donc ça, c'est intéressant. On se rend compte que les salaires des gros joueurs n'ont pas beaucoup augmenté. Par contre, les salaires des joueurs, entre guillemets, les moins importants ou les postes les moins rémunérateurs des effectifs ont eux un peu augmenté. Donc, on reste Ça sur s'est homogénéisé, on va dire, un peu plus. ça s'est un peu plus homogénéisé. Et puis voilà, sans surprise, les gros postes à pourvoir, c'est les postes de deuxième ligne, les postes d'ouvreurs. On retrouve ensuite les postes de piliers. Bon, ça, à la limite, c'est intéressant, bien sûr, mais il n'y a pas de grande surprise. On sait quels sont les postes les plus sensibles en termes de recrutement et qui sont le mieux valorisés sur le marché. Non, mais c'est assez intéressant, par contre, cette étude, parce qu'il y a beaucoup de chiffres aussi. Moi, il y a un chiffre qui m'a interpellé. C'est ce chiffre du nombre d'espoirs qui composent aujourd'hui les effectifs. En moyenne, aujourd'hui, dans le top 14, vous avez des effectifs d'environ 55 joueurs. Donc, près d'un tiers sont des joueurs espoirs. En moyenne, 17 ou 18 par club. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça revient à des enjeux de formation qui sont forts. Le rugby français s'est tourné quand même de façon massive en termes d'investissement, beaucoup plus vers sa formation, amené par la règle des GIF, qui a quand même fait ses preuves depuis de nombreuses années maintenant. Et on voit qu'aujourd'hui, les effectifs professionnels managent leurs équipes avec une partie quand même importante de joueurs espoirs. Et justement, Philippe Spanghero, l'étude de Nexia, donc commandée par la Ligue nationale de rugby, dévoile même que le salary cap est fondamental, selon cette étude, dans la santé sportive du top 14. Je cite, quand le club à domicile a une masse salariale inférieure de 3 millions d'euros à celle du club visiteur, il a 50% de chances de gagner. Quand le club à domicile a une masse salariale supérieure de 3 millions à celle du club visiteur, il a près de 90% de chances de gagner. Par exemple, vous prenez, je dis n'importe quoi, le Stade Toulousain et Montauban, il y a un tel écart que le Stade Toulousain a plus de 90% de chances de gagner. Et justement, un trop grand écart de masse salariale entre les clubs les plus riches et les clubs les plus modestes résulterait donc en une forte diminution de l'incertitude sportive lors des matchs. Avant d'évoquer le côté éthique et le volet économique, le salary cap est avant tout un gage de suspense sportif. Ben, ce que je disais tout à l'heure, dans l'inspiration qui nous arrive des États-Unis, ils ont l'art de monétiser le sport, de créer de la valeur. Et donc, ils ont très vite compris que la valeur du produit, elle se crée dans l'incertitude. Et donc, bien sûr, c'est toujours mieux en le disant et en ayant des chiffres en face pour le certifier. Mais bon, on pouvait tous s'attendre à ces chiffres-là. En effet, de temps en temps, l'incertitude du sport, et c'est ce qui fait la beauté du sport, fait qu'on a une très grosse surprise. Mais dans la durée, sur des durées assez longues d'analyse de cette étude, on se rend compte que les clubs les plus riches sont ceux qui gagnent le plus souvent. Et donc, ça amène de nouvelles questions qui arrivent sur la table aujourd'hui, puisque le sujet du salary cap a été traité et validé par tous les présidents. Et maintenant, va se poser la question pour les gros pourvoyeurs de joueurs internationaux de ce qui va se passer avec l'enjeu du crédit salary cap. Ça, c'est l'enveloppe auquel les clubs ont droit pour chaque joueur qu'ils fournissent à l'équipe de France, qui leur permet de dépasser ce salary cap. Et il y a beaucoup de débats en ce moment autour de l'évolution de cette règle, qui est vue un peu par le Stade Toulousain, bien sûr, et par certains observateurs, comme une règle anti-Stade Toulousain. Ouais, et on en parlera dans un instant parce que ça va être un point intéressant. Pour revenir au salary cap, on voit aussi un côté éthique pour la formation française parce que le joueur français est du coup valorisé. Et puis on parle d'équité sportive. À l'instant, c'était le cas avec toi, Philippe. Et puisque, eh bien, on peut même aussi aller sur le côté économique. On sent que c'est une économie qui a l'air de plutôt pas trop mal fonctionner. Mais alors pourquoi il y a autant de débats? Pourquoi ce salary cap, la montée du salary cap, la descente du salary cap, ça entraîne autant de débats qui sont parfois même au-delà de la passion, au-delà d'un débat passionné. C'est presque conflictuel, ce sujet-là. Comment on peut l'expliquer? Parce que le suiveur occasionnel du rugby, lui n'est pas forcément au cœur de ces tractations-là. Alors pourquoi il y en a autant de tractations entre les présidents de clubs? C'est simplement, le débat il revient souvent sur la table parce qu'on peut considérer qu'on est dans une économie de marché et philosophiquement, dire à quelqu'un qui est prêt à investir beaucoup et mettre beaucoup de moyens et recruter de bons joueurs qu'il n'a pas le droit de le faire, pour un capitaine d'industrie ou un dirigeant d'entreprise, c'est pas forcément facile à entendre. Et vous avez le discours de éventuellement ce genre de présidents qui diront mais oui, mais moi je
tu fais venir des stars, ça sert le produit top 14 aussi, pas que mon club, etc. Donc ce débat est revenu quand même souvent sur la table. Et puis, vous avez l'organe supérieur, la Ligue nationale de rugby, qui, elle, doit préserver le produit et qui dit ce qu'on vient de dire sur la base de cette étude, en disant non, si aujourd'hui on crée des déséquilibres trop importants, on va porter atteinte au produit et sur des durées à moyen ou à long terme, ça va desservir tous les clubs, vous y compris. Donc voilà, grosso modo, la question de fond qui revient dans le débat. Mais aujourd'hui, c'est vrai que symboliquement quand même, cette volonté de déplafonner ce salary cap qui était à 10,7 millions et de le remonter à 11 millions, même si à l'échelle financière des clubs aujourd'hui, ça ne représente pas grand-chose, mais symboliquement, c'était très important. Il fallait réamorcer une dynamique d'ouverture, parce que c'est clair que depuis que cette décision a été prise, les choses ont bougé, les affluences augmentent, les revenus des clubs augmentent, et il fallait quelque part en tenir compte. Oui, et puis l'étude Nexia disait d'ailleurs qu'après une période de réduction du salary cap, la Ligue nationale de rugby, je cite, a maintenu un niveau stable de plafonnement au cours des dernières saisons. Cette stabilité s'est accompagnée d'une hausse continue des rémunérations, en particulier dans les clubs les plus éloignés du plafond, entraînant une convergence progressive vers le niveau maximal autorisé et un resserrement des écarts entre clubs du top 14. Donc on va dire que l'économie s'est un peu rationalisée et pourrait permettre d'aller vers l'avant et ça va être un soulagement. Alors un petit soulagement, mais tout de même pour de nombreux clubs, hein, parce que si tu regardes l'étude Nexia et donc la dernière année, la dernière saison qui avait été totalement contrôlée, on parle de celle 2024-2025, il y avait 7 clubs qui étaient à plus de 99% du salary cap, 10 qui étaient à plus de 95%. Pour vous donner quelques noms, quelques clubs par exemple, La Rochelle par exemple était à 99,5% du salary cap, le Stade Français 99,2%, le Stade Toulousain 99,2%, le Racing 99,3%, mais dans le même temps vous aviez Bayonne. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, à 88,9%. Vous aviez Perpignan à 73%, Vannes à 56% du salary cap. Bon, 300 000 de plus, ça va pas tout changer quand même, Philippe Spanghero, mais comment ça peut se matérialiser? Est-ce que, par exemple, un dirigeant de club peut se dire bon, je vais prendre 1 ou 2 joueurs en plus, ou peut-être que je vais faire signer des contrats, je vais peut-être garder un espoir ou 2 en plus? Comment ça peut se passer? Non, mais de toute façon, c'est 300 000 euros, comme tu le dis, aujourd'hui, plus les années passent, les clubs ont de l'attitude. Ils vont être tapés. Bien sûr, ils vont être tapés. Les clubs vont l'utiliser parce que aujourd'hui, ils ont des moyens qui leur permettent de le faire. Encore une fois, les budgets des clubs augmentent de façon assez régulière et continue ces dernières années. Et donc, cette hausse du salary cap, elle suit une tendance générale. Donc, bien sûr qu'il va être bouffé parce que, comme tu le dis, il y a la moitié des clubs du top 14 qui flirtent déjà avec le plafond. Et c'est déjà très complexe à manager. Et puis, en plus, vous avez ceux qui, d'une année sur l'autre, misent aussi, qui ont l'habitude d'avoir des joueurs sélectionnés en équipe de France et qui, pour travailler leur salary cap, comptent sur cet enjeu du crédit international aussi. Donc, en fait, le management de la masse salariale, c'est une vraie problématique pour les clubs aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, ce que j'expliquais cette semaine, c'est que vous avez des clubs qui se projettent sur des stratégies sportives moyen-long terme, qui signent des contrats importants à des gros joueurs sur des durées longues, de plus en plus longues, 4-5 ans. Mais en face, vous avez des règles autour de la masse salariale et des crédits internationaux qui évoluent. Donc en fait, si ça évolue en votre défaveur, en cours de route, il faut prendre des arbitrages qui peuvent être compliqués sur le maintien ou pas dans l'effectif de certains joueurs importants. On rappelle qu'aujourd'hui, le montant des crédits internationaux est plafonné à 2,5 millions d'euros. Le plafond d'ailleurs est atteint par le Stade Toulousain, a presque été atteint par La Rochelle à un moment. Est-ce qu'il faut augmenter ce plafond? Est-ce qu'il faut le baisser pour essayer d'homogénéiser encore un peu plus le top 14? Alors la vraie question qui se pose, l'augmenter, ça paraît très compliqué. La majorité des présidents du top 14 s'accordent à dire qu'il faut le baisser. Et malheureusement, c'est le Stade Toulousain qui en fait les frais. Parce que, encore une fois, on comprend la philosophie générale
qui est de dire attention, cette règle finalement, le temps passe et puis plus le temps passe, plus elle sert le Stade Toulousain à renforcer sa domination. Et puis vous avez le Stade Toulousain qui dit ok d'accord, mais nous on a appliqué une règle qui a été dictée par vous, on a travaillé sur notre formation et on a sorti beaucoup d'internationaux et donc on fait ni plus ni moins que le Stade Toulousain peut dire vous nous avez donné les règles du jeu, on en a tiré profit dans le cadre des règles. Si vous changez les règles, c'est parce qu'on est trop bon et du coup c'est plus une règle pour tout le monde, c'est une règle Stade Toulousain. C'est ce que dit le Stade Toulousain et dans les faits on peut pas leur donner tort puisque dans ce qui se dessine de la régulation de ce crédit d'internationaux, on va prendre des règles qui n'impactent que le Stade Toulousain dans le contexte actuel et sur ce qui s'est passé les saisons dernières. Donc, dans les faits, le Stade Toulousain a raison de dire que elle ne porte préjudice qu'au Stade Toulousain. Et puis, vous avez en effet l'organe supérieur, la Ligue, qui dit oui, mais encore une fois, c'est parce qu'on se rend compte aujourd'hui que ces 2,5 millions d'euros que vous avez de plafond de crédits internationaux, on se rend compte que tous vos concurrents directs, ils sont en moyenne aux alentours de 1,5 million par an maximum. Et ça donne une capacité au Stade Toulousain de 1 million supplémentaire dans le management de votre masse salariale. Et ce million, il fait que vous allez tous les ans renforcer un peu plus de votre domination. Voilà l'argument de l'organe supérieur pour remettre en question cette règle-là. C'est pour moi un des grands enjeux là, de discussion du moment, parce qu'il va impacter aussi directement notre sujet qui concerne les droits d'image individuelle dont on a déjà parlé, on a eu des débats autour de ça, mais ça c'est un enjeu qui va revenir sur la table de façon de plus en plus récurrente parce que aujourd'hui malgré tout l'image individuelle de certains joueurs augmente et il faut que ce soit pris en compte aussi dans le calcul de la masse salariale parce que sinon ça va devenir beaucoup trop pénalisant pour les clubs. Merci beaucoup Philippe Spanghero. Donc le salary cap en 2025-2026, un modèle vertueux pourtant régulièrement contesté et un sujet extrêmement politique. Merci Philippe, on te retrouve demain dans Au cœur de la mêlée. Avec plaisir, bon Pro D2.